Écoutez, j'appelle la communication suivante du professeur Stéphanie Declet, ma collègue et amie, mimique faciale et régénération nerveuse. 15 minutes, Stéphanie. Bonjour à tous, chers collègues. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mimique faciale et régénération nerveuse et vous emmener dans un domaine peut-être un peu plus recherche. Commencer d'abord par replacer certaines perspectives en guise d'introduction, puisque il y a quelques années, j'étais à ce même pupitre et c'est grâce à cela finalement que certaines thématiques de mimique et de régénération nerveuse ont pu être développées sur la question de la récupération de la mimique faciale dans les allotransplantations faciales. Ça m'avait permis d'avoir le prix recherche à l'époque et c'est d'autres perspectives que j'aimerais vous présenter pour cette mimique faciale et régénération nerveuse. Effectivement, l'analyse de la mimique qui doit être considérée effectivement comme un geste expressif de la face, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi la mimique qui va permettre les fonctions faciales, la protection du globe oculaire, la compétence labiale et la possibilité forcément d'être analysée pour comprendre comment la régénération nerveuse périphérique agit sur l'effecteur musculaire que sont les muscles possiers. Nous avions alors la volonté en perspective, il y a quelques années, de développer une plateforme d'analyse des mouvements faciaux, plateforme dédiée à la mimique faciale qui aujourd'hui est installée à Amiens au sein de l'Institut Fairfax et au sein de notre équipe Chimère pour chirurgie, imagerie et régénération. La plateforme a deux axes, deux grands axes. La caractérisation interne du mouvement, caractérisation musculaire, caractérisation des muscles possiers et l'accès à une anatomie in vivo. De l'autre côté, nous pouvons avoir la caractérisation externe, c'est-à-dire la caractérisation des déformations cutanées, des déformations surfaciques et finalement des mouvements de peau. Ces deux caractérisations doivent pour nous être corrélées pour mieux comprendre comment nos chirurgies peuvent être améliorées et permettre cette caractérisation fonctionnelle et une évaluation fonctionnelle que nous appelons pour permettre d'évaluer à distance la régénération nerveuse périphérique. Nous nous sommes appuyés sur des équipements d'excellence qui sont maintenant réunis sur un seul et même plan au sein de l'Institut Fairfax, que certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de visiter. Institut Fairfax, donc localisé à Amiens, et sur notre service de chirurgie maxillofaciale au CHU. Les équipements d'excellence sont l'IRM 3T, où nous pouvons développer des protocoles dédiés à l'exploration des muscles possiers. Une exploration plus fonctionnelle au niveau des propriétés mécaniques du muscle possier. Nous pouvons remonter aux propriétés mécaniques du muscle possier, c'est-à-dire par exemple avoir des éléments sur les modules Young du muscle possier et aller jusqu'à de la modélisation in vivo des muscles où nous sommes en train à l'heure actuelle de modéliser muscle à muscle. Et bien sûr, nous souhaitons comprendre la synergie entre ces muscles. Cela est corrélé avec une analyse en mouvement, analyse en plateforme du mouvement pour permettre cette meilleure compréhension avec des caméras optoélectroniques. Vous connaissez peut-être ce système pour la marche. Il a été finalement légèrement dévoyé de la marche. Cependant, nous sommes quand même en rupture par rapport à ce qui est fait au niveau de la marche, puisque quand vous analysez une marche, vous essayez de déduire ce qui se passe au niveau du segment osseux. Nous essayons bien de déduire ce qui se passe au niveau musculaire. Tout ça est regroupé dans un axe global, plus global, qu'on appelle fonction et mouvement. Et j'aimerais vous faire comprendre comment l'analyse de cette mimique faciale peut être importante concernant la régénération nerveuse périphérique. Tout au long de notre évolution, nous avons pu agréger certaines expertises complémentaires, expertises concernant la modélisation via certains laboratoires, notamment ceux de l'Université de technologie de Compiègne, mais également des projets de recherche ont permis de réfléchir sur la régénération et sur la réhabilitation fonctionnelle
au niveau de la récupération du mouvement. Une suture nerveuse ne veut pas forcément dire une qualité fonctionnelle au niveau musculaire. Et c'est effectivement le futur questionnement et les futures perspectives de nos développements de recherche qui vont chercher à mieux orienter et mieux comprendre cette mimique faciale dans le cadre d'une régénération nerveuse périphérique. Le parcours, les différents items est celui finalement de réfléchir sur les déformations cutanées, de réfléchir sur la déformation musculaire et nous sommes maintenant sur une réflexion concernant la réhabilitation nerveuse et la régénération nerveuse périphérique dans cet objectif global qui est de comprendre, quantifier, analyser et modéliser la mimique faciale. Revenant sur les simulations faciales et cette compréhension des muscles paussiers, ici avec l'exemple du muscle grand zygomatique que nous avons modélisé à partir d'éléments finis pour permettre de comprendre le raccourcissement de celui-ci, mais nous n'avons pas encore cette modélisation complète du masque facial qui aiderait à comprendre les synergies qui peuvent se passer entre la contraction-décontraction des muscles. 26 muscles paussiers nous dit l'anatomie, mais cette compréhension de synergie n'est pas encore acquise et c'est un des objectifs prochains à l'aide d'un autre projet de recherche que nous avons déposé. Quelques exemples de concepts et de protocoles que nous avons pu développer au sein de l'IRM dédié pour les muscles ici, enfin considérés comme dédiés en tout cas à nos protocoles de recherche et ici avec un protocole dédié aux muscles paussiers. Vous avez le muscle grand zygomatique dans plusieurs positions de mouvement et vous avez ici le protocole d'échographie qui permet d'avoir accès aux muscles grand zygomatiques, mais également à ses propriétés mécaniques en élastographie, avec la possibilité maintenant d'avoir également en analyse du mouvement la compréhension des déformations surfaciques. Cette plateforme comprend 10 caméras optoélectroniques avec des marqueurs qui vont être positionnés sur la face, un nombre de marqueurs assez conséquent pour permettre de continuer en recherche exploratoire et tous les points vont être traqués dans l'espace pour permettre d'obtenir des données spatiales qui vont mieux caractériser cette mimique faciale. Ce questionnement, il est initialement parti de la question de la transplantation faciale où nous avons bien sûr modélisé, mais où nous nous sommes aussi posé la question de la récupération de l'allotransplantation faciale et notamment la récupération sensitivo-motrice. Le visage ne peut être un masque, il doit bouger, il doit s'animer, il doit s'exprimer. Et en tant que finalement chirurgien un peu reconstructeur, nous avons surtout l'habitude en microchirurgie, par exemple, de faire question celle de la vascularisation. Cette transplantation faciale a posé la question aiguë de la régénération nerveuse périphérique et de la reconstruction et de la récupération du greffon. Nous avions utilisé les anciennes évaluations pas les anciennes, mais les tests cliniques qui sont à notre disposition pour cartographier la récupération des muscles paussiers. Plus le muscle paussier devient foncé ici sur notre petite cartographie et plus il récupère. Et nous avions trouvé cela, bien sûr, insuffisant, même s'il permettait de poser la question de cette récupération. Aujourd'hui, peu de transplantation faciale et peu d'allotransplantation faciale dans le monde et on peut réfléchir à quels sont les verrous au niveau de cette limitation des allotransplantations faciales. Certainement, bien sûr, la question de l'immunosuppression, nous permettons de la laisser de côté. Et si nous nous interrogeons d'un point de vue chirurgical, c'est bien sûr le fait de dépasser non seulement le côté morphologique, mais d'avoir le côté cinématique. Et c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre au départ et qui concerne finalement toutes les reconstructions faciales, microchirurgicales, c'est que nous avons l'habitude ici de nous concentrer sur
le fait d'assurer une vitalité, d'assurer la vitalité de la reconstruction, mais que pour récupérer les fonctions ici, il faut certainement faire avancer encore notre paradigme et nous préoccuper de la récupération des mouvements faciaux et notamment de la mimique qui peut être considérée comme un marqueur des fonctions neuromusculaires squelettiques et finalement d'un critère de succès d'une chirurgie réussie. Donc, nous avons pour ce faire développé certaines analyses, juste pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la pratique de motion capture où on va envoyer un faisceau sur un marqueur passif qui est positionné sur le visage, placer le patient au milieu d'un champ de caméra et obtenir ces reconstructions avec ici un chirurgien maxillofacial que vous reconnaîtrez peut-être. Nous avons obtenu finalement ici plusieurs reconstructions géométriques sur des patients présentant des déficits de la mimique faciale. Et chacun des marqueurs est représenté par une courbe spatio-temporelle en analyse du mouvement. Alors bien sûr, ces données sont assez difficiles à interpréter d'un point de vue clinique initial et à l'œil, mais nous avons travaillé tout au long de ces années sur une représentation géométrique et plus facile d'approche où finalement, selon une base de données, chacun des mouvements qui sont considérés comme essentiels à l'expression faciale et aux fonctions faciales a un pattern, c'est-à-dire qu'ici est représentée une ligne de base d'une population saine et on va pouvoir comparer cette ligne de base à un patient, ici une patiente avec une séquelle de paralysie faciale, où vous voyez finalement ici une hypertonie au niveau clinique et cette hypertonie est bien ici mesurée, évaluée et pourra être compensée par une injection de toxines. Nous pouvons maintenant, et nous avons réussi ce transfert clinique, de suivre certains patients un peu difficiles dans les réhabilitations que nous pouvons proposer et notamment dans certaines anastomoses où le but est bien sûr de faire correspondre le plus les patients avec la ligne de base, ce qui permet de montrer un retour à la normalité. Si on fait maintenant un focus sur les muscles paussiers avec les possibilités que nous avons en recherche à Amiens, nous avons des antennes spécifiques qui permettent d'analyser ces muscles paussiers. Ici, vous avez une coupe IRM axiale et vous voyez le muscle grand zygomatique, celui qui permet d'élever la commissure. Et nous avons pu analyser certains patients réhabilités, non réhabilités, et remarquer qu'effectivement, dans les anastomoses hypoglossophaciales, les patients non réhabilités conservaient ce déficit de longueur et de raccourcissement plus que les patients réhabilités, sans que les patients réhabilités n'arrivent à un raccourcissement et à une fonction complètement normale. Ces différentes techniques ont pu être utilisées au niveau du suivi des allotransplantations faciales et ça nous permet finalement de progresser dans les anastomoses, dans les questions d'anastomose nerveuse qui avaient été posées. La deuxième allotransplantation faciale, toutes les anastomoses nerveuses des nerfs faciaux de façon bilatérale avaient été réalisées. Lors de la première transplantation faciale, au niveau du rameau marginal mandibulaire du nerf facial, seul un côté avait pu être anastomosé. Et on remarque que au niveau clinique, la petite vidéo ne va pas fonctionner, mais au niveau clinique, nous avons une différence de contraction à ce niveau, à savoir que les syncinésies, c'est-à-dire les co-contractions, apparaissent du côté où il n'y a pas eu d'anastomose. Et nous avons été ensuite obligés de réaliser certaines injections pour diminuer ces syncinésies. Alors finalement, mimique faciale et régénération nerveuse périphérique pour dire et pour finalement reprendre le fait que suture et qualité de la suture n'implique pas forcément une fonction adaptée.
que l'environnement biologique des sutures nerveuses est certainement très important, que le ciblage moléculaire de la repousse nerveuse doit certainement encore progresser et qu'il faut, au niveau des anastomoses, envisager peut-être la possibilité de potentialiser ces sutures avec des cellules souches. Si on discute un peu la récupération sensitive, et je vais très vite parce qu'il me reste peu de temps, ce qu'il faut montrer certainement, c'est que la récupération sensitive dans les allotransplantations faciales a été plus rapide que d'autres, de façon plus clinique classique, notamment dans les paralysies faciales. Et c'est certainement là lié à une dimétrise de l'inflammation avec certains immunosuppresseurs. La question chirurgicale de cette régénération nerveuse périphérique dépasse certainement notre simple discipline. Elle peut rejoindre la question chirurgicale posée par celle des mains, des réparations nerveuses périphériques au niveau des mains ou des pertes de substances. Elle concerne aussi certainement, tout dernièrement, celle du larynx et bien sûr pour nous la face dans les régénérations nerveuses périphériques et aussi au niveau du suivi des paralysies faciales. Concevoir les principes globaux d'application de la chirurgie régénératrice de précision, c'est l'une de nos prochaines perspectives. Je vous ai montré en introduction que lorsque j'avais présenté la perspective de transférer nos protocoles, finalement, cela avait été réussi. J'espère que je pourrai revenir dans quelques années et vous présenter que cette régénération nerveuse périphérique améliorée grâce à certains développements, que ce soit par le ciblage moléculaire de la repousse nerveuse ou que ce soit par la réflexion sur des substituts aux greffes nerveuses autologues, comme nous pouvons réfléchir actuellement dans nos équipes de recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est une chose à laquelle nous sommes très, très attachés. C'est petit à petit arriver au-delà de la simple dimension, j'allais utiliser un mot qui pour moi est un oxymore, biomécanique. Nous en arrivons aujourd'hui à penser une dimension biologique de la chirurgie. Et la question de la régénération nerveuse, elle se pose d'autant plus que chacun d'entre vous, vous savez qu'a été menée en France la première transplantation du larynx à Lyon il y a un petit peu plus d'une année et que la première transplantation faciale avec un globe oculaire a été réalisée aux États-Unis il y a 9 mois et que nous aurons l'occasion d'en rediscuter avec le professeur Rodriguez lors du prochain congrès français de chirurgie plastique. Et en fait, on s'aperçoit, quand on voit un transplanté de la main, qu'il a spontanément une fonte des muscles de l'éminence hypothénare et que les muscles interosseux ne fonctionnent pas bien. De la même façon, dans la transplantation faciale avec la paupière ou le nerf facial pour l'orbiculaire de la paupière, on n'arrive pas à restaurer, tout simplement, et ça se comprend, puisque l'occlusion palpébrale dépend à la fois du muscle releveur de la paupière supérieure et à la fois de l'orbiculaire dans un jeu double, si vous voulez. Et dans la pensée, la recherche que nous avons de pouvoir faire une transplantation, une allotransplantation du globe oculaire, comment imaginer que l'on puisse demain envisager non seulement la restauration d'une vision, et celui qui a été transplanté de l'œil ne voit pas, l'œil est vivant sur le plan vasculaire, mais il ne voit pas sur le plan sensoriel. Et en plus de ça, comment concevoir que l'on puisse non seulement restaurer une vision, mais en plus de ça, une oculomotricité, une fonction palpébrale associée, quand vous voyez qu'il va falloir marier ensemble le 3, le 4, le 5, le 6, plus le nerf optique. Donc, ça paraît effectivement bon. Or, je pense que c'est là, si vous voulez, le challenge considérable. Autant quand on fait une transplantation rénale, transplantation cardiaque, les systèmes sympathiques et parasympathiques permettent la récupération d'une fonction motrice, la simple revascularisation, la simple revitalisation. Or, pour tout ce qui relève des allotransplantations de tissus composites, c'est l'objet. Et c'est peut-être, moi, cette nouvelle dimension que j'aimerais voir présente dans les esprits, même si les progrès qu'on fera, et vous venez d'évoquer, Stéphanie, effectivement, les lignes de recherche que l'on suit avec ces cellules souches
voilà, l'environnement du nerf qui appartient peut-être comme quelque chose de totalement nécessaire à la repousse effectivement axonale, eh bien, dans quelle voie nous devons d'orienter nos recherches et peut-être aussi de guider notre geste chirurgical pour essayer d'améliorer les résultats fonctionnels. J'arrête de parler. J'aimerais que quelqu'un puisse, s'il le souhaite, poser une question à Stéphanie qui est vraiment tout à fait orientée sur ce sujet. Il y a là des voies de recherche passionnantes et surtout une nécessité d'application tout à fait impérieuse. Allez-y. Professeur Lemineur, non? Merci beaucoup pour cette très belle séance jusqu'à présent. Et une petite question de néophyte, quel est le ciblage moléculaire? Est-ce que c'est un ciblage sur le site de jonction ou est-ce que c'est un ciblage moléculaire sur l'ensemble finalement du système nerveux? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que la repousse nerveuse finalement se fait à partir du noyau. Le noyau n'est pas immédiat, il est dans le système central. Donc, où se fait le ciblage moléculaire? Alors, sur le site, il est certain que diminuer l'inflammation au niveau de la suture nerveuse est important. Et également, nous travaillons sur cette question pas seul, hein, c'est pas une anecdote si j'ai sorti les équipes du larynx et de la main. Pour la question du targeting, c'est-à-dire permettre d'attirer le nerf un peu plus vite et au bon endroit pour améliorer les qualités fonctionnelles de cela. Les travaux auxquels je pense sont ceux de Charlotte Jaloux et de l'équipe de Nose à Marseille, qui ont travaillé sur cette question et avec qui nous avons des croisements qui sont tout à fait importants dans l'utilisation notamment des cellules souches mésenchymateuses olfactives, avec également M. Jean-Paul Marie à Rouen qui travaille dessus. Et ce consortium est actif sur cette question, puisque finalement, la question de la main, la question du larynx, la question de la face, c'est une question centrale. C'est difficile à faire comprendre aux non-chirurgiens qu'un nerf, c'est un nerf. Donc, quand on sort de là, bon, nous sommes dans un univers de chirurgiens, mais dans l'univers recherche, ils ont des difficultés peut-être à appréhender que le fait de traiter cette question à la main, à la face ou au larynx, c'est une question qui s'approche un peu de la même façon à différents endroits. Merci beaucoup. Bah, écoutez, Stéphanie, tu viens nous rejoindre. Stéphanie, tu viens là.